Et il y avait un coquillage et il y a une lumière qui est sortie de ce coquillage et qui s'est manifestée après sous une forme de ce que j'ai appelé un ange. Ouais. Donc tout de lumière. Avec ma cousine aussi, à plusieurs reprises, on a vu dans cette même chambre des sortes de silhouettes volatiles comme ça. Est-ce que tu as ressenti d'autres choses par rapport à ce monde invisible? Est-ce que tu as ressenti un défunt, quelque chose? Et j'ai appelé d'abord mon guide et puis après ma grand-mère. Et j'ai vraiment ressenti sa présence. Pour faire la comparaison, mon guide, quand je me connecte à lui, je le sens sur ma tête comme ça et sur le côté gauche, Ouais. comme une densité ou une espèce de caresse, mais très très léger. Et puis quand j'ai appelé ma grand-mère, c'était différent. C'était un peu la même sensation, mais par contre c'était tout mon bras gauche. Et à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment comme un effleurement des doigts dans ma main. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mélinda, on va parler un petit peu de sa sensibilité, de son parcours atypique. Elle a aussi quelque chose d'artistique, on va voir tout ça avec elle. Pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de dire que tu avais tes 5 sens très petites qui étaient très, très ouverts? Oui, donc je pense que j'étais déjà hypersensible, mais c'est surtout au niveau de mes 5 sens que c'était très développé. Mais j'avais aussi déjà une grande empathie, j'avais une grande sensibilité à l'injustice, à la maltraitance, souffrance animale, des choses comme ça. J'avais aussi peur de beaucoup de choses, peur du noir, peur d'être enfermée. J'avais peur des hommes toute petite parce que leur grosse voix en fait me faisait peur. Donc pour dire, j'avais même peur de la voix de mon papa. Ouais. Donc ça c'était toute petite. Et puis par contre, à cette époque-là, j'ai pas ressenti de difficulté. Enfin, je me sentais pas différente. Ça m'a pas posé de problème cette hypersensibilité. À l'école, ça se passait bien, j'avais toujours des bonnes notes, mais j'avais déjà ce souci de bien faire, de plaire à la maîtresse. Mais ça se passait très bien, j'avais des amis. Voilà, il n'y a pas eu de difficulté, c'était plus tard, à l'adolescence, que là, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc tu étais déjà assez perfectionniste, Très, petite. oui. Ça, c'est toujours Toujours le resté. cas, oui. Ouais. Tu Oui, me oui. disais aussi que tu avais peur de la foule. Oui, aussi petite, oui. Petite, j'avais peur de la foule. J'ai un souvenir, on avait été dans un festival avec mes parents, festival de musique. Oui. Et puis, j'étais vraiment pas bien. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Ouais. Donc, Et puis les voix, c'était quoi? Plutôt les voix masculines ou tu arrives à dire qu'est-ce qui te faisait peur? les voix masculines, mais aussi quand il y a un bruit ambiant comme ça, c'est quelque chose qui me dérangeait déjà, qui me dérange toujours. Ouais. Encore plus maintenant. Ouais, donc tu as les oreilles très sensibles. Oui, je pense qu'au niveau des sens, c'est vraiment l'ouïe qui est le plus développé et puis aussi le ressenti physique, quoi, le toucher. Par exemple, j'ai beaucoup de peine, quelqu'un que je connais pas qui va me dire bonjour en me tenant l'épaule ou qui s'approche trop, ça j'ai de la peine. Tu as besoin d'un périmètre de sécurité. Oui, absolument. C'est ça. Oui. Ouais. Alors, les personnes que je connais bien, ça va. Mes enfants, ma famille, ou si j'ai un conjoint, tout ça, ça va. Mais les gens que je connais pas trop, j'aime pas. Ouais, y a des gens qui prennent tout de suite dans les bras ou qui viennent à 10 cm. C'est ça. C'est un peu compliqué. Je déteste. Ouais. Et puis après, ton enfance, tu m'as dit que vers 11 ans, tu as ressenti ton grand-papa. Oui, alors j'ai eu quelques manifestations des mondes subtils, donc je pense que j'avais une médiumnité qui était déjà là, mais pas aussi développée que d'autres personnes. Mais le premier souvenir que j'ai, c'était pas mon grand-papa, c'était en fait chez ma grand-maman. J'avais passé un week-end avec mon frère et mes cousins, on y allait régulièrement. Et un soir, lors du coucher, donc on était dans la chambre, et puis donc il faisait nuit, les autres dormaient déjà, je me rappelle, ils ronflaient. Et j'ai vu une lumière en fait qui est sortie, c'était vraiment très bizarre. Il y avait une croix en fait avec Jésus, le Christ, et il y avait un coquillage et il y a une lumière qui est sortie de ce coquillage et qui s'est manifestée après sous une forme de ce que j'ai appelé un ange, donc tout de lumière. Moi, je suis restée figée. Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis sûre que j'étais réveillée. Je me suis même réveillée. Oui, je me suis même pincée.
Et je l'ai regardé avec les yeux grands ouverts. Et alors, j'ai rien entendu. J'ai pas l'impression qu'il m'ait dit quelque chose, mais je me rappelle de l'image et ça m'avait vraiment marqué. Et puis, avec ma cousine aussi, à plusieurs reprises, on a vu dans cette même chambre des sortes de silhouettes volatiles comme ça. Ouais. Et on en a reparlé d'ailleurs récemment, donc on se rappelle de ça. Ouais. Cette lumière, c'était quoi? Une sorte de point qui se baladait? T'as l'impression que ça bouge? Oui, ce point, il s'est baladé, puis il s'est mis devant moi, puis après, c'était vraiment comme un ange, une silhouette d'ange. Ouais. Et tout ça avec les yeux ouverts? C'est ça. T'étais complètement lucide? Enfin, oui. T'étais petite? Oui. J'avais pas vraiment peur, mais par contre, je bougeais pas quand même. J'étais scotchée. Ouais. Scotchée. Ça s'est pas reproduit, mais après, il y a eu ces silhouettes vaporeuses. Et après, il n'y a plus rien eu, en tout cas, je m'en rappelle pas, jusqu'à mes 11 ans, justement, où mon grand-père est décédé. Et le lendemain, en fait, de son décès, je me suis levée dans ma chambre et j'ai été à la fenêtre, comme d'habitude, pour voir le temps qu'il faisait, savoir comment m'habiller. Et dans le jardin, parce qu'on vivait en villa, il y avait un cerf et une biche, juste en dessous du potager. Et j'ai appelé ma maman, donc ils étaient tranquilles, ils n'ont pas bougé. Et j'ai dit, ça, c'est grand-papa. Puis je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu, quelque chose comme « Ah, tu crois ?» ou « Peut-être », pas très sûre. Mais là où c'était assez magique, c'est que 4 jours plus tard, il y a eu l'enterrement. Après, il y a eu une verrée chez ma grand-mère. Et on a été en fait dans la chambre de mes grands-parents avec mes cousins et mon frère. On n'avait jamais été avant. Et là, j'ai vu au-dessus du lit un tableau qui représentait un cerf et une biche. Et là, pour moi, c'était c'était vraiment magique, quoi. J'ai dit, bon, c'est sûr que c'est grand-papa. Et j'ai appelé ma maman, et même elle a été bluffée. Et à partir de ce moment-là, je savais vraiment au fond de moi que les morts sont vivants. Ouais. Je ne savais pas trop où, comment, mais ils sont toujours là. En tout cas, c'était déjà une vraie ouverture à cet invisible. Oui. C'est ça. Et c'est tellement rassurant. Ouais. C'est tellement rassurant. Et puis après, pendant longtemps, j'ai pas eu d'autres manifestations. Et à 20 ans, vers 20 ans, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. Et je rêvais toujours de catastrophes, en fait, de drames qui n'impliquaient pas des gens que je connaissais. Et quelques jours après, ou plusieurs années, pour un des rêves, ça se réalisait. Donc je voyais exactement les images que j'avais vues en rêve dans le journal ou au téléjournal, à la télé. Ouais, mais c'était quoi, des accidents, oui, alors il y a eu le tsunami de Sumatra, le fameux, où j'en ai rêvé, mais pile 3 ans avant. Et quand j'ai vu que c'était arrivé, j'ai vu les images au téléjournal. C'était vraiment exactement les images que j'avais vues en rêve 3 ans avant. Ouais. Ça m'a fait peur, franchement, ça m'a fait peur. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et les autres, c'était, toujours des accidents. Il y a eu des crashs d'avions, où là, j'avais des images de plusieurs avions de tourisme, en fait, qui étaient crashés. Et pile 2 jours après, dans le journal, j'ai vu ces images. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et franchement, j'ai eu peur parce que, en fait, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne voyais pas l'intérêt de faire des rêves prémonitoires si moi, je ne peux pas empêcher en fait, ce qui va se passer. Et puis, c'était très... C'était lourd, quand même. C'était lourd à vivre, en fait, ces rêves. Et du coup, j'ai demandé, en fait, que ça s'arrête. J'ai même supplié que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ah ouais. Donc, ça a marché. Tu as mis vraiment l'intention et puis ça a coupé. Oui. Donc ça a marché et j'en ai plus refait de rêves prémonitoires. Mais ça c'est intéressant, tu vois, pour les gens qui nous écouteront, peut-être on peut décider d'arrêter quelque chose si on n'a plus envie. Oui. On a quand même le droit de gérer un minimum en tout cas ce qu'on veut. Exactement. Oui. C'est ça. Ouais. Maintenant aujourd'hui je trouve un peu dommage de ne plus faire du tout de rêves prémonitoires, mais j'aimerais qu'ils soient utiles. À voir si je redemande. Mais c'est important de ne pas subir en tout cas. Oui, c'est ça. C'est déjà ça. Là, que tu puisses vivre, quand même, tu puisses respirer. Oui. Tu me parlais aussi d'une période un peu d'addiction, en tout cas tu parlais un peu de drogue, ou je ne sais pas exactement ce que c'était, de l'alcool. Oui, donc à l'adolescence, c'est là où vraiment je me suis sentie différente, vraiment comme une extraterrestre, que je n'étais pas sur la bonne planète. J'avais beaucoup de peine à m'intégrer. J'avais des amis, pas beaucoup, des bonnes amies, mais dès qu'on se retrouvait en groupe,
Je me sentais pas bien, je m'intégrais pas, j'avais pas forcément envie d'entamer de discussions avec ces gens. Je me sentais décalée en fait. Et je m'entendais pas en fait avec les ados de mon âge. Je les trouvais gamins, pas intéressants. Ouais, les discussions pas très... Ouais. Et du coup, je me suis tournée vers des gens plus âgés. Donc j'ai beaucoup d'amis, toujours aujourd'hui, qui ont 10 ans de plus que moi à peu près. C'était le cas aussi dans mes relations amoureuses. J'ai l'impression d'être plus en accord. Toujours attiré un peu plus âgé. C'est ça. Ouais. Donc je suis beaucoup sortie avec ces gens plus âgés, ce qui fait qu'à 14-15 ans, je me suis beaucoup retrouvée dans des boîtes de nuit. Donc trop jeune. Trop jeune. Ma maman va regarder. Bon, je crois qu'elle sait pas mal de choses. Mais on allait aussi dans des raves. On allait jusqu'à Zurich. On dansait toute la nuit. Et là, il y avait pas mal d'alcool. Il y avait de la drogue. Donc j'ai touché à tout ça. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quelques années. Bien sûr, c'était que pendant les sorties. Je ne m'estimais pas alcoolique ou droguée, mais chaque fois, pendant ces sorties, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait de la drogue. Et ça me donnait l'illusion d'être bien et comme les autres. Voilà. Mais en fait, ça m'a aussi coupée de moi-même. Ouais. C'était quand même un peu pour t'anesthésier. C'était pour m'anesthésier. Puis en fait, j'étais pas bien dans ces boîtes de nuit, ces rêves. En fait, au fond de moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je serais mieux à la maison. Mais j'y allais quand même. Voilà. Ouais, et puis la substance permet de tenir quelques heures. C'est ça. Puis on se réveille le lendemain, puis on comprend pas trop. Oui. Puis on se dit, c'est la dernière fois. C'est ça. Et puis finalement, on recommence. Et ça a duré quelques années. Mais du coup, l'adolescence, c'est quand même le moment où tu t'es rendu compte que tu étais vraiment plus sensible que la moyenne. Oui, absolument. Avant, c'était pas très clair. C'est ça. Puis je connaissais pas en fait ce terme d'hypersensible, donc j'avais vraiment l'impression que j'avais un problème, que j'étais seule à être comme ça. Donc ça, c'était difficile. C'est bien plus tard que vers 30 ans peut-être, que j'ai lu ce terme, que j'ai lu des bouquins, que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des groupes même. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Donc de 15 à peu près à 30, c'était un peu la zone floue. Oui, très floue. Quelque part. Je me suis perdue plusieurs fois. Tu disais aussi des relations, tu as eu en tout cas une ou deux relations où tu étais un peu trop loin, tu t'es pas respectée complètement? Oui, souvent. C'est vrai que avec cette grande empathie, puis aussi une grande force de résilience, font que je suis pas forcément tombée sur des hommes très bien, très sains en tout cas. Et puis j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter, ou en tout cas j'aurais dû mettre le stop plus vite. Plus vite. Mais par contre, j'ai quand même réussi à construire quelque chose dans ma vie amoureuse, puisque à 18 ans déjà, je me suis mise en ménage. Ça coïncidait avec le divorce de mes parents. Donc c'est quelque chose qui m'a bouleversée, qui m'a énormément attristée. Quelque part, je perdais mes repères, surtout que je ne l'ai pas vu venir. Et puis, à ce moment-là, je sortais avec un jeune homme. Donc moi, j'avais 18, il en avait 27. Donc lui, il avait déjà sa vie stable, une profession, un appartement. Et puis, le divorce de mes parents était un petit peu le détonateur qui a fait que j'ai quitté la famille. J'avais pas du tout envie de choisir entre vivre chez ma mère ou vivre chez mon père. Et puis si je vivais chez ma mère, j'avais l'impression d'abandonner mon père et vice-versa. Donc j'ai saisi l'occasion et j'ai dit je vais vivre chez mon copain. Donc, j'étais encore aux études, donc ça a remis en question tout ça aussi. J'ai abandonné mes études, j'ai fait autre chose de beaucoup plus court, plus facile. Et là, j'étais donc en ménage à 18 ans, je me suis mariée. J'ai été maman à 22 ans, donc mon premier enfant, donc jeune, le deuxième à 25. Oui, donc là, tu as quand même été dans un truc très stable. Oui, qui a duré 10 ans. Voilà, 10 ans. Donc ça s'est quand même arrêté, ça s'est soldé par un divorce, mais j'ai quand même construit quelque chose. Et puis ça s'est arrêté en fait quand j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour de la relation, qu'on était arrivé au bout, simplement. Il y a beaucoup de monde qui vivent ça, où à un moment donné, on sent qu'on a bouclé la boucle. Et puis il n'y a pas le choix, c'est pas facile, mais le cœur demande soit de se retrouver seul ou de vivre autre chose. C'est ça.
Non, et même si moi j'ai pris la décision, c'était très difficile. Déjà, on n'est pas le seul, il y a les enfants. Et puis, à ce moment-là, j'étais thérapeute indépendante à la maison, mais je faisais juste quelques soins. Enfin, c'était pour mettre du beurre dans les épinards. Donc, de quitter son mari sans vraiment de revenus, tout ça, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de questions. T'as fait comment, tu te souviens? C'est quoi qui t'a fait le déclic? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils doivent faire le pas, mais qui n'osent pas. Mais j'y arrivais plus, en fait. J'y arrivais plus. Bon, au début, je voulais essayer de sauver la relation avec mon ex-mari. Je lui ai proposé d'aller voir une thérapeute. Mais ni lui ni moi, en fait, on y mettait du cœur. On essayait sans... Oui. Ouais, lui, je me rappelle, il n'arrivait même pas à parler et je ne lui mets pas la faute dessus parce que moi, j'y allais, je faisais les exercices, les efforts, mais en fait, au fond de moi, je savais que je le faisais juste pour m'être dit que j'avais fait quelque chose, quoi. Mais je n'avais pas envie de continuer. C'est un peu pour la bonne conscience et puis de se dire on a tout essayé. C'est ça, exactement. Ouais. Mais à un moment, j'ai été honnête avec moi-même, avec lui. Je dis non, mais stop, en fait. Et puis là, tu me disais que de ton divorce, ça t'a aussi fait un bond en avant. Enfin, tu sens au niveau de ton évolution que c'était pas facile, mais ça t'a propulsé. Oui, absolument. Oui, ça m'a rendue plus forte. Alors, je suis tombée très bas. J'ai été très triste longtemps. Ensuite, il y a aussi mon papa qui est parti vivre définitivement au Canada. Donc ça, c'était aussi très douloureux pour moi. Mais j'ai envie de dire qu'à chaque fois que je suis tombée au fond, j'ai réussi à rebondir. J'ai trouvé la force de rebondir. Et puis c'est là que que j'ai commencé à faire un travail sur moi, que j'étais voir des thérapeutes, que j'ai lu des bouquins de développement personnel, que je me suis pas mal tournée vers la spiritualité, tout ça. Et surtout, c'était après le divorce du mien, où là, je me suis tournée vers la méditation. J'ai découvert la méditation, j'ai commencé par des vidéos sur YouTube, bêtement, de pleine conscience principalement. Puis ça m'a fait tellement de bien que j'ai voulu approfondir, j'ai fait un petit peu des recherches sur tous les types de méditation qui existent. Et je suis tombée sur la méditation transcendantale. Et puis ça m'a vraiment parlé, ça m'a appelée. Et donc, en quelques jours, je me suis inscrite, je me suis formée. Et puis, j'ai commencé à méditer 2 fois par jour. Et c'est quoi exactement cette technique? Tu arrives à expliquer? Alors, ce qui est différent par rapport aux autres techniques, c'est qu'il n'y a pas besoin ni de faire le vide, ni de se concentrer sur quoi que ce soit la respiration, une image, un point fixe, rien du tout. Donc c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc il y a une initiation par un maître qui nous donne en fait un mantra propre à chacun, et puis on va simplement fermer les yeux et puis penser à ce mantra, le répéter, et c'est tout. Donc c'est hyper simple. Il n'y a pas de fioritures, de trucs, des rituels compliqués. C'est ça. Je te comprends. Donc ça, tu as médité très régulièrement, très longtemps? Oui, tous les jours, 2 fois 20 minutes. Et puis, maintenant, je suis un petit peu moins assidue parce que j'ai eu un 3e enfant qui a 5 ans. Et c'est plus compliqué de s'organiser. Les seuls moments où je peux méditer maintenant, c'est avant qu'elle se réveille le matin et le soir quand elle est couchée. Mais c'est pas là que je suis moi le plus en condition pour méditer. Quand tu te réveilles, tu es un peu encore dans les nuages et puis le soir tu es fatigué. Donc il m'arrive de faire des méditations plus courtes ou alors une seule fois par jour. Bon, franchement, tu dis 2 fois 15 ou 20 minutes, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup par rapport déjà à la moyenne des gens. Oui. Moi, sincèrement, je fais entre 15 et 20 minutes par jour, ce qui est déjà pas mal. Une fois. Je trouve que c'est déjà, si on arrive à le faire pratiquement tous les jours... C'est déjà très bien. Déjà je crois que c'est surtout la régularité qui est importante. Parce que moi, j'ai vu des résultats assez incroyables rapidement. Donc, quand j'ai commencé la méditation transcendantale et que j'étais vraiment bien disciplinée, déjà, je me suis sortie de ma dépression, parce qu'après le divorce, j'étais clairement en dépression. J'ai été médicamentée, mais vraiment pas longtemps, parce que ça ne me convenait pas du tout. Pour moi, c'était encore pire. Donc, sans l'avis du médecin, j'ai arrêté, j'ai trouvé autre chose. Et la méditation, vraiment, elle m'a fait sortir de la dépression rapidement. Elle m'a permis de mieux gérer mes émotions de manière générale. Et puis, j'ai retrouvé un meilleur sommeil aussi.
Parce que j'ai un sommeil assez difficile. Beaucoup plus régulier. Oui, plus régulier, plus profond. Et puis aussi, moi qui avais l'impression de m'attirer très souvent des épreuves ou des drames dans ma vie, là, comme par magie, j'attirais plutôt des expériences positives. Ouais. Donc ça a fait quand même tourner en positif. Ah ouais, clairement. Tu as un peu passé de l'ombre à la lumière. Oui. C'est ça. Ouais. Et naturellement, j'ai arrêté de fumer parce qu'à cette époque-là, je fumais. J'ai aussi eu envie de changer mon alimentation. Mais tout s'est fait naturellement. Pour la fumée, ça t'a fait comme moi, ça t'a dégoûté. À force de méditer, tu t'es senti dégoûté de ça? C'est venu tout seul, exactement. J'avais déjà eu plusieurs arrêts, notamment quand j'ai eu mes enfants. Avant de les avoir, quand on avait prévu de faire des enfants avec mon ex-mari, je voulais m'assainir, j'avais réussi à arrêter, mais il fallait des patchs, c'était difficile et tout. Là, ça s'est fait tout seul avec la méditation. Comme tu dis, ça m'a dégoûtée aussi pour la nourriture. Presque du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger les animaux. Mais vraiment, c'est venu tout seul. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est la régularité, ça transforme notre intérieur. Puis on a des trucs qu'on veut plus ou qu'on peut plus. C'est ça, on peut plus. C'est même pas on veut plus, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous, exactement. Mais ça, je pense que pour ceux qui nous écouteront, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent des fois, mais je médite un petit peu, qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie? Mais tu as un exemple, je pense que là, nous deux, on médite régulièrement, puis on se rend compte que nos vies sont complètement différentes. C'est ça. Donc, c'est pas juste une hypothèse, c'est la réalité. Oui. C'est important. Et je ne sais pas si toi, tu as fait le test de ne pas méditer pendant quelques jours, parce que moi, ça m'est arrivé pendant des périodes, par exemple, où si je suis bien malade, j'ai beaucoup de peine juste à m'être assise sur une chaise. Donc, j'ai fait des pauses comme ça, mais je voyais tout de suite la différence. Il fallait vite que je reprenne. Moi, je dis souvent 2-3 jours, ça peut encore aller. Ça passe, mais au bout du 3-4e, même si je suis en vacances 2 semaines, je m'arrête pour méditer. C'est important. À l'hôtel, n'importe où, même à l'autre bout du monde, mais il faut une pause. Exactement. Donc sur ce coup-là, on fonctionne un peu pareil. Donc c'est un peu une addiction quand même, mais une bonne addiction. Une bonne, c'est ça. Donc du coup, tu es sorti complètement des dépendances, cigarettes ou des choses comme ça? Oui. T'es plus... Aujourd'hui, ça te touche plus? Aujourd'hui, il y a quand même un petit peu les écrans. Je dois faire attention. Avec les réseaux, je les utilise aussi pour mon travail. Donc après, j'ai tendance à rester, à scroller un peu trop et je dois vraiment me discipliner. Tu sens que c'est beaucoup la tête quand même qui nous dirige dans tout ça? Oui. Je sais pas, on est sur YouTube, Facebook, puis on tourne. On pourrait tourner le téléphone à l'envers, mais on est pris dedans. C'est quand même le mental qui décide, je continue ou j'arrête. Bien sûr. Même si on médite régulièrement, on a toujours cette tête qui nous embête. On reste des humains. C'est ça. Même si ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup. Tu arrives mieux à utiliser ta tête pour faire des choses positives aujourd'hui? Par exemple, tu as quelque chose de créatif aussi? Oui. Alors, mon hypersensibilité, je la mets à profit dans ma créativité. Donc, j'ai toujours eu la fibre artistique. Depuis que je suis toute petite, je dessinais beaucoup. Et les gens me disaient que j'avais du talent. Donc j'ai un peu coupé avec ça à l'adolescence, quand je me suis perdue justement. Et puis c'est revenu suite à mes débuts de méditation en fait. Et là c'est en rêve en fait que j'ai eu une idée de créer des tableaux à partir de galets, de cailloux. Ça peut paraître très bizarre comme ça, il faut le voir. Mais donc je crée des scènes avec des galets, du bois flotté, des verres polis, branches et autres éléments naturels que je trouve au bord des lacs, surtout le lac Léman. Et puis j'associe avec du dessin à l'encre de Chine, des citations percutantes, des choses comme ça. Et puis en 2015, j'ai commencé à partager sur les réseaux ce que j'avais fait. Mais au début, je l'avais fait vraiment juste pour moi, pour mettre à la maison. Et les gens ont adoré. Et j'ai rapidement été démarchée par quelqu'un qui voulait que je participe à un marché de créateurs. Donc je me suis dit, ok, sortie de zone de confort, mais pourquoi pas. Et j'ai fait 50 tableaux, sans savoir si ça allait marcher. Donc j'allais peut-être rester avec tous ces tableaux sur les bras. Et en fait, je les ai vendus tous pendant les 2 jours. Ah ouais. Donc ça a eu un gros succès. 50 tableaux en 2 jours. Oui. Et il y a même des gens qui m'avaient contacté en privé
sur Facebook, je crois, pour réserver tel tableau. Il y a des personnes qui s'étaient présentées 10 minutes avant l'ouverture parce qu'ils voulaient tel tableau aussi. Donc je trouvais ça assez dingue. Et puis pendant ce marché, j'ai été démarchée pour exposer lors d'un événement particulier, donc comme unique artiste. Ouais. Et en fait, ça a fait boule de neige comme ça. Donc j'ai rien cherché, ça venait tout seul. Tu étais mise sous le projecteur ouais, sans rien faire, quoi. Ouais. Puis là, je me suis dit, oh, bah, chouette, je crois que j'ai trouvé mon truc, en fait. Ouais. Et quand je crée ces tableaux, je pense à rien d'autre. En fait, c'est un peu méditatif aussi. Hein. Ouais. Je me sens super bien et je vois pas le temps passer. Ouais, je suis sûr que tu es connecté. Enfin, dans mon langage, je dirais tu es connecté sûrement avec ton guide, avec ton âme. C'est ça. Pour faire je ne l'ai pas remarqué au début, mais c'est quand j'ai eu certains retours de clients et clientes que je me suis dit, ouais, c'est sûr que je suis connectée. Pour donner un exemple, j'ai une maman qui m'avait passé commande donc, par les réseaux sociaux, donc je ne l'ai pas vue. Hein, elle m'a écrit pour me demander un tableau qui la représentait, elle, son mari et leur fils. Et puis elle voulait qu'il y ait une petite mention pour leur petite fille qui était décédée la première année. Et j'ai donc fait un tableau avec un bois flotté et puis par-dessus j'ai mis les personnages en galets. Et puis pour le fils, je lui ai fait tenir en fait un cerf-volant. Et le cerf-volant était en forme de cœur, donc avec un verre poli. Et j'ai eu envie de dessiner donc à l'encre de Chine 3 petits nœuds sur le fil du cerf-volant. Et quand j'ai envoyé les photos du tableau terminé, elle m'a fait un super retour. Elle m'a dit que ça l'avait beaucoup émue, qu'elle en a même pleuré. Bon, elle le trouvait magnifique d'une part, mais pour elle, les 3 petits nœuds, ça symbolisait les 3 bébés qu'elle avait perdus pendant les grossesses, en fin de grossesse en plus. Et je ne le savais pas. Donc, et là, ça m'a tilté. Je me suis dit, tiens, je pense que je suis connectée, en fait, sans le savoir. Et tu aurais pu faire 2 nœuds ou 4 Oui, ou pas, voilà, c'est venu comme ça. Et puis, vu qu'après, j'ai eu d'autres retours un peu du même genre, je me suis dit, chouette, je pense que je suis connectée avec mon guide. Alors moi, je suis convaincue que c'est une forme de thérapie que tu fais à travers ton artistique. Oui. C'est de l'art, mais ça fait du bien à l'autre. Oui. Ça te fait du bien à toi, puis c'est juste. C'est de l'énergie qui passe. Oui. Et du coup, j'allie aussi le côté thérapeute. Voilà. Ouais. Tu disais que tu avais été thérapeute, mais c'était encore autre chose ou... En fait, quand j'ai abandonné mes études, bon, j'étais partie d'abord en art visuel. Là aussi, j'étais pas bien dans ma classe, j'avais pas réussi à m'intégrer. C'était très difficile parce que les élèves ne respectaient pas les profs, et ça, c'est quelque chose que je supportais pas. C'était des cancres, clairement. Ouais. Et moi, ça voulait pas dire que je faisais pas de bêtises en dehors, mais disons que quand j'allais en cours, c'était pour bosser, quoi. Ouais. Et donc, j'ai abandonné cette école et puis je suis partie en socio-pédagogique. Et quand j'ai terminé en fait le gymnase, c'est là où mes parents ont divorcé, que moi j'ai emménagé chez mon copain et puis j'ai abandonné mes études en fait. Ouais. Et je suis partie là pour une formation, à la base c'était esthéticienne, parce que c'était une formation rapide, en 6 mois. Je voulais gagner ma vie le plus vite possible. Mais très vite j'ai bifurqué sur les massages, parce que l'esthétique, voilà, ça restait trop superficiel en fait pour moi. Donc je suis partie dans les massages, dans l'énergétique. Donc j'ai fait les formations de Reiki, j'ai fait des formations magnétiseurs, kinésiologie, donc beaucoup de choses comme ça. Et je faisais donc mes soins en tant qu'indépendante chez moi. Après j'ai eu les enfants, donc je faisais plus beaucoup de soins, mais j'essayais de maintenir quand même ça. Et puis au moment de mon divorce, j'ai dû arrêter de travailler à la maison parce que quelqu'un m'a dénoncée au bailleur, simplement. Donc ça, c'était très dur aussi, parce que je me suis retrouvée sans revenu du tout. Ouais. Et donc là, j'ai décidé de prendre un local. Je me suis dit que c'était peut-être un mal pour un bien. C'était un signe qu'il fallait maintenant me développer. Bon, t'as dénoncé parce que t'es pas censée faire ça chez toi? Alors, je n'étais pas censée, parce que j'avais demandé au bailleur et qu'il m'avait dit non. Mais je l'ai quand même fait. D'accord. Je l'ai quand même fait. Ouais, c'était de ma faute. Ouais, d'accord. T'as quand même pas suivi. J'ai voulu bien faire les choses, être honnête, et puis j'avais expliqué, mais ça dérange personne. Enfin, c'était 2 jours par semaine. Les massages, ça fait pas de bruit. Ouais, c'est clair. Mais c'était non, catégorique. J'ai réinsisté, c'était non. Et j'ai quand même fait, je pense que le voisinage, je sais pas qui m'a dénoncé. Ouais. Mais ça, du coup, ça t'a poussé à prendre un local ailleurs? Donc je me suis dit que c'était une bonne chose. J'essaie toujours de voir le positif dans les épreuves. Et puis j'ai sous-loué, en fait,
un local. Et puis, pendant une année, j'ai vraiment mis tout mon cœur à développer l'activité. Ouais, beaucoup d'offres, des mailings. J'ai fait des portes ouvertes. Donc, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et puis, après une année, j'étais en déficit. Et c'était juste pas possible. Étant seule avec 2 enfants à l'époque, voilà, j'avais plus mon ex-mari qui pouvait faire un peu tampon, quoi. Donc, je pouvais pas me permettre d'avoir un revenu aussi instable. J'ai dû me résoudre à retourner dans le salariat. Ouais. Voilà. Donc, c'était à contre-cœur parce que clairement, j'ai une âme d'indépendante. Le salariat, c'est vrai que je m'ennuie rapidement. Et puis, oui, parce que j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de challenge. Voilà, donc dans le salariat, je m'ennuie. Et puis, j'ai beaucoup de peine avec les horaires imposés, de faire juste ce qu'on me dit de faire. Voilà. Moi, j'aime faire ce que je veux faire. Tu as le cerveau qui va très vite et puis tu as besoin d'une stimulation. Oui, j'ai besoin de stimulation, exactement. Puis, j'ai besoin aussi de travailler à mon rythme. Dans le salariat, c'est pas possible. En fonction des saisons, en fonction de mon énergie, de mon cycle, de plein de choses en fait. Par exemple, en été, je peux être beaucoup plus productive qu'en hiver, j'ai besoin de repos, d'introspection. Dans le salariat, c'est compliqué. Donc l'indépendance, c'est le meilleur moyen pour t'écouter? Oui, oui. Et là, actuellement, je fais les deux. Je fais les deux. Okay. Donc il y a le côté rassurant du... T'es quoi, 50-50 Non, je suis à 30% en salariat et puis les tableaux, difficile à dire, je compte pas mes heures. Je compte pas mes heures. Je crée pas autant que ce que j'aimerais parce que j'ai ma fille qui est encore beaucoup avec moi. Elle est en 1P et en 1P, l'école, c'est comme ça. Mais là, elle va entrer en 2P, donc j'aurai plus de disponibilité. Et je compte bien développer mon activité. Oui, et puis il y a peut-être un temps pour tout, tu auras tout d'un coup plus de vide, de vide pour créer. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et puis tu vas t'éclater peut-être plus au niveau artistique plus tard. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, je ressens de la frustration parce que j'ai besoin de créer. Et du coup, tu utilises cette sensibilité vraiment dans ta création. C'est vraiment un plus que tu as découvert. Oui, c'est exactement. C'est un besoin, j'imagine, aujourd'hui. Oui. Comme la méditation, tu peux pas t'arrêter. C'est ça, exactement. Puis j'ai sans cesse régulièrement des nouvelles idées. Donc je ne reste pas que dans mes tableaux, mais là je suis en train de créer toute une collection de bijoux avec des pierres semi-précieuses, des bijoux minimalistes. C'est pas encore sur mon site, mais c'est en création, parce qu'il faut faire les photos aussi, les textes, voilà, c'est beaucoup de travail. Et j'ai fait aussi des cartes de vœux, des cartes ensemencées. Donc voilà, il y a régulièrement des nouvelles idées qui me viennent et j'ai besoin de les mettre, de les créer. C'est quasiment infini. Oui. Que ce soit les couleurs, les formes, tu peux aller loin. C'est ça. Dans ta vie en général, par rapport aux discussions qui ne sont pas très hautes, est-ce que tu t'ennuies vite avec les gens dans les conversations? Oui, je m'ennuie rapidement s'il n'y a pas un peu de profondeur, quoi. Je veux dire, la météo, ça va un moment. L'actualité, alors n'en parlons pas, je trouve ça encore pire. Moi, je me suis coupée vraiment de tout ça, justement, avec la méditation. J'ai eu envie de me couper de toutes les nouvelles anxiogènes. Donc, dès que ça parle actualité, politique ou des choses comme ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas que tu veux pas suivre, c'est plus fort que toi, tu t'arrives pas. Oui, c'est ça. Alors, je suis au début, mais au bout d'un moment, je sens que je me sens oppressée ou fatiguée. C'est ça. Ça me convient pas. Des fois, les gens disent oui, mais tu regardes pas, je sais pas, le téléjournal, ce genre de choses. Mais en fait, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est plus fort que moi, ça m'épuise. Ça m'épuise, c'est ça. Et au bout de 5-6 minutes, je veux bien dans les grands titres, mais ensuite stop. C'est ça. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi tout le monde se tape dessus, moi ça me dépasse. C'est ça. Et en fait, je sens que ça me fait pas du bien, donc pourquoi je vais continuer. Mais voilà, par exemple, la télé, maintenant, je la regarde que pour les films et les séries, mais qui me font du bien en plus. C'est ça. Des films violents, j'arrive plus non plus. Il faut vraiment sélectionner. C'est ça. Pour pas non plus se perdre. Comme tu disais, ça peut être une addiction. Il faut être sûr ce soir, je vais regarder ça parce que je sens qu'il y a un truc qui me nourrit quand même là-dedans. C'est ça. Je ne vais pas juste regarder pour m'anesthésier 1h30. Exactement. Si tu reviens un peu sur ta vie à toi, est-ce que tu trouves que c'est quand même positif d'avoir cette sensibilité au final? Est-ce que tu as l'impression que c'est un bonus aujourd'hui, que tu as pu en faire une force? Alors moi, je le vois comme une force, oui, pas seulement pour ma créativité, mais aussi parce que je me sens plus vivante.
peut-être que d'autres personnes. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc c'est une force parce que tu te sens, il y a vraiment un truc qui vibre. Oui. C'est ça? Oui. Alors j'imagine qu'il y a des hauts, des bas, mais au moins tu es dans la vie. C'est ça. Ouais. Puis les moments hauts sont très hauts, quoi. Ouais. Mais par exemple, je peux m'extasier devant un coucher de soleil, ou devant, je sais pas, un insecte. Mais je peux aussi pleurer parce qu'on abat un arbre, donc je vis tout intensément. Mais je trouve ça magnifique, en fait. Ouais. Est-ce que tu as de la mélancolie souvent, un peu un état qui te tombe dessus? Oui. T'as ça? Oui, ça m'arrive. Ouais. Oui. C'est aussi un truc que j'ai, et puis des fois je n'explique pas. Oui. Il n'y a pas de rapport extérieur. Oui. C'est pas que je suis pas bien dans ma vie, c'est pas ça, mais ça peut arriver une journée, ça me tombe dessus. Tout à fait, oui. Puis pendant longtemps, je cherchais à comprendre, mais j'ai plus besoin, non. Ouais. Faut accepter ce moment-là, et puis tu sais que ça va remonter. Oui, la lumière revient toujours. C'est ça. Puis justement, en méditant tous les jours, moi j'ai l'impression, c'est même pas une impression, ça me stabilise beaucoup. Beaucoup. Au lieu d'être dans les montagnes russes, c'est un peu plus, complètement. C'est plus ça. à plat. Ouais. On gère beaucoup mieux. Ouais. Puis plus à plat, ça veut dire plus stable en fait à l'intérieur. Donc ce qui est joyeux, ça reste joyeux. Ce qui est moins joyeux, ça reste moins joyeux, mais je me sens plus à pouvoir gérer tout ça. Puis je vois aussi avec la méditation, par rapport aux épreuves de la vie, parce qu'il y en a quand même, moi j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, elle me coulait dessus, comme sur les plumes d'un cygne, et que ça ne m'atteint plus en fait, comme avant. Et j'arrive à prendre de la hauteur aussi, et ne pas être que l'acteur, mais le spectateur en fait de ce que je vis, et prendre la distance. T'es moins la tête dans le guidon. Oui. C'est ça. Oui. Tu fais aussi les enracinements, ou est-ce que ça te parle? Oui, je dois. C'est quelque chose que je dois faire beaucoup, l'enracinement. Tous les thérapeutes me l'ont dit. Tu manques d'ancrage, tu manques d'enracinement. Je suis beaucoup dans la tête. Toute l'énergie est là. Donc oui, j'essaie de le faire tous les jours, tous les matins en fait, quand je me lève. Oui. Je dis j'essaye parce qu'il y a des jours où j'oublie, mais je sens la différence, clairement. Pour moi, c'est beaucoup l'enracinement qui... Enfin voilà, tu connais un peu l'histoire, mais qui coupe un peu le côté lourd avec les gens dans les magasins. Moi, j'ai l'impression que plus je me racine, plus je prends du recul. C'est juste avec tout ça. Oui. Mais ça m'arrive de ne pas y penser et de ressortir très fatiguée des magasins, justement. Est-ce que tu as ressenti d'autres choses par rapport à ce monde invisible? Est-ce que tu as ressenti un défunt, quelque chose? Oui, alors ça m'est arrivé en 2021, lorsque ma grand-maman est décédée. C'est l'année où j'ai fait la formation de médium avec toi. Je m'étais inscrite en janvier et j'ai fait la formation en automne. Et en janvier, bien sûr que je ne savais pas que ma grand-maman allait décéder le 30 septembre du Covid. Et son décès est arrivé quelques jours avant le dernier week-end de formation, qui était celui de contact avec les défunts. Et moi, j'y ai vraiment vu un signe. Je suis sûre que ce n'était pas un hasard. Et du coup, j'ai pu mettre en pratique le protocole que tu nous as appris, donc pour contacter les défunts. Je l'ai fait chez moi, donc lors d'une méditation, et j'ai appelé d'abord mon guide et puis après ma grand-mère. Et j'ai vraiment ressenti sa présence. Donc je ne l'ai pas vu avec mes yeux ni entendu avec mes oreilles, mais j'ai senti physiquement sa présence. Donc pour faire la comparaison, mon guide, quand je me connecte à lui, je le sens sur ma tête comme ça et sur le côté gauche, comme une densité ou une espèce de caresse, mais très très léger. Et puis quand j'ai appelé ma grand-mère, c'était différent. C'était un peu la même sensation, mais par contre c'était tout mon bras gauche. Et puis je lui ai demandé en fait de confirmer. Je lui ai clairement dit, grand-maman, est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien toi? Et à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment comme un effleurement des doigts dans ma main. Et ça m'a vraiment émue. Et évidemment, j'ai redemandé une deuxième confirmation pour être sûre, parce que j'y croyais pas, c'était tellement incroyable. Et j'ai ressenti de nouveau cet effleurement. Donc j'ai pleuré de joie, quoi. Et j'ai réitéré l'expérience 3 jours de suite. À chaque fois, ça a fonctionné. Chaque fois dans la main? Oui, à chaque fois la même chose. Excellent. Je la sentais venir dans le bras gauche et l'effleurement dans la main. Puis après, j'ai arrêté parce que je ressentais que moi, j'en avais plus forcément le besoin. J'avais la confirmation qu'elle était toujours là, qu'elle allait bien. Et je sentais aussi qu'elle avait besoin de continuer son chemin et plus que je la dérange, en fait.
Et puis voilà, donc j'ai eu ce contact-là. Et récemment aussi, j'ai recontacté ma grand-mère. Donc ça fait 3 ans maintenant, enfin bientôt 3 ans qu'elle est décédée. Et je l'ai de nouveau senti comme les premières fois. Mais cette fois, je lui ai demandé de venir pour aller chercher sa sœur, en fait, qui vivait ses derniers jours de vie. Ouais. Et elle est décédée quelques jours plus tard. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est beau. Donc quand même. C'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Ouais. C'est cool que tu ressentes la différence entre ton guide, donc le moi supérieur, et puis ta grand-maman. Ouais. Maintenant, tu as vraiment un truc qui distingue les deux. Absolument. C'est ça? Oui. Je pense que si elle devrait revenir, et puis il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne jamais, hein, oui. Il y aura certainement d'autres moments dans ta vie où tu vas de nouveau sentir de ta main cette caresse. Exactement. Tu sais maintenant que c'est connecté avec elle. C'est ça. C'est ça. Et puis j'ai eu une autre connexion, c'était avec l'âme de mon bébé que j'ai perdu en fait en 2006, donc entre mes 2 premiers garçons. Et là, j'ai ressenti encore différemment. C'était comme un enveloppement en fait. Ah ouais. Ouais. Puis là aussi, c'était super émouvant. Donc pas sur la main, mais plutôt sur le corps. Oui, sur le corps. Ouais. En venant par derrière comme ça, vraiment réconfortant. C'était super aussi. Ouais. Comme quoi, d'avoir les 5 sens comme toi très développés, ça aide quand même. Si on est bien concentré sur les sens, on peut définir. Alors moi, ça passe tout par le clair ressenti en fait. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles pendant la formation, mais moi j'avais très envie d'entendre en fait, ou de voir, que ce soit plus précis en fait. Tu vois, que tu puisses poser des questions, avoir des réponses. Mais moi, voilà, mon truc c'est clairement le ressenti. Ouais, mais l'avantage c'est que ça ne trompe pas, ça je me rappelle. C'est ça. Les sensations physiques ça ne trompe pas. Et puis si je veux voir, c'est peut-être pas ma spécialité, donc ça doit passer par un autre sens. C'est ça. Donc c'est bien quand même de laisser faire et puis de pas vouloir. Oui. Quand on veut trop, des fois, ça marche plus. J'ai demandé d'activer mes canaux de clairvoyance, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc quand même, cette sensibilité, ça peut vraiment devenir un plus. Je pense que le temps nous aide. Hein, quand on est tout petit ou adolescent, c'est compliqué. Puis après, peut-être jeune adulte, moi, vers 25 ans, ça a commencé à tourner en positif. Voilà. Mais avant mes 25 ans, c'était compliqué. Oui. Ma petite, je me considérais comme hypersensible fragile et maintenant hypersensible, hyper forte. C'est ça. C'est devenu une force. Et puis avec les racines aussi, le racinement, ça donne la confiance avec ça. Sinon, on est toujours un peu touché par tout le monde. C'est juste. Puis là, on arrive à dire non, on s'affirme un peu plus. Absolument. C'est ça. Et si tu penses à quelqu'un qui est hypersensible, qui est un petit peu perdu ou perturbé dans sa vie, est-ce que tu aurais un conseil, si toi tu reviens quelques années en arrière, est-ce que tu aurais un conseil à transmettre? Je dirais qu'il y aurait plein de choses, tout ce qui a fonctionné pour moi, mais après ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour les autres, mais justement de méditer tous les jours, ça c'est vraiment pour moi le conseil numéro 1. L'enracinement aussi, et puis de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et non pas vers le bas. Moi j'ai pris pas mal de distance avec les personnes négatives. Mais voilà, j'ai de la peine à donner des conseils aux autres parce que je pense que la Terre est une grande école de vie et puis moi je ne sais pas en fait ce que les âmes des autres ont décidé d'expérimenter en s'incarnant ici. Donc je pense que le meilleur conseil que je donnerais, qui est universel, c'est de justement pas trop écouter les conseils, de ne pas croire ce qu'on lit et ce qu'on entend, mais d'expérimenter soi-même en fait. Comme la méditation par exemple, ça pourrait être plein d'autres choses. Mais le fait de le vivre, on sent si ça nous correspond ou pas. C'est ça. Et si ça ne me va pas, je peux prendre une autre technique, je peux faire autre chose dans la nature, c'est égal. Mais de tester en fait. C'est ça. Le contact avec la nature aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Ce partage. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Mettez un petit pouce si ça vous parle et puis dites-nous dans les commentaires si son parcours ça résonne chez vous, ça peut être intéressant pour tout le monde. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.